C'est pas du tout évident, cette histoire. Non, car il s'agit quelque part de créer un contexte effectivement où la famille peut sortir le nez du guidon, je vais dire, pour comprendre comment elle-même fonctionne et comment elle entretient. Ou même peut-être même pas comprendre, faire l'expérience que les choses peuvent se passer autrement. Et faire l'expérience, c'est pas nécessairement comprendre. Alors comment effectivement, et c'est tout le, comment dirais-je, tout le deal, je dirais, toute la question des prescriptions, comment est-ce que le thérapeute, l'intervenant, peut créer un contexte dans lequel du changement apparaît. En séance, à travers ce que moi j'ai appelé l'actualisation, comment actualiser en séance même quelque chose d'un contexte différent, nouveau, dans lequel quelque chose de nouveau peut apparaître, et comment à travers la prescription créer entre deux séances ou à domicile un contexte qui permet effectivement à la famille ou à la personne effectivement de découvrir que des changements, même des micro-changements sont possibles. Pour ce faire, une des formes d'actualisation que tu utilises, notamment avec Chantal Ness, c'est le génogramme paysager. Oui. C'est un outil qui fait appel à l'analogique, au dessin, à la créativité, et qui permet à la famille, à la personne que tu rencontres, de sortir du processus conversationnel pour passer dans le mode analogique. Alors, on s'inspire un peu aussi du regard de Philippe Caillé et d'Evelyne Bray sur des objets flottants. Enfin, je ne sais pas si tu acceptes le terme d'objet flottant, mais... il s'est imposé et il dit bien ce qu'il veut dire. Hein. Mais l'idée d'actualisation, c'est aussi de sortir du mode conversationnel pour passer dans un mode décalé qui est celui de la métaphore. Mais je ne sais pas si une métaphore, non, enfin, analogique, pardon. Ou analogie, non, je dirais les choses un peu différemment. Pour moi, comme pour Chantal et pour d'autres, l'enjeu, c'est effectivement quitter, comme tu dis, le mode conversationnel pour mettre en scène. Hein? C'est-à-dire de ne plus être à la recherche, je dirais, ou à l'écoute d'informations que la famille amène, ou que le thérapeute ou l'intervenant amène, et de passer effectivement sur un mode où on expérimente quelque chose avec l'idée qu'on ne cherche plus à avoir une information verbale, hein, mais qu'à la limite, on reprend des choses qui se sont déjà dites et on les rejoue. Mais le fait même de mettre en scène, c'est-à-dire d'utiliser l'espace, d'utiliser des feuilles de papier, d'utiliser des techniques comme le doublage, qui a beaucoup été utilisé en psychodrame, d'autres objets flottants, etc. Toutes ces façons d'actualiser, qu'on les appelle objets flottants de façon très générale ou autrement, ont effectivement comme caractéristique, je dirais, commune, je dis de topologiser de nouveau, c'est-à-dire d'utiliser l'espace et d'utiliser son corps. Si je demande à un moment donné à un adolescent de parler plus directement à son père, je crée un espace dans lequel je les invite à se parler. C'est pas tellement ce qu'ils vont dire ou ce qu'ils vont répéter que je connais déjà ou que la famille a déjà entendu, c'est le fait même de se tourner les chaises, de se regarder les yeux dans les yeux, qui est effectivement le contexte qui peut permettre un changement. Puisque le contenu, la plupart du temps, a déjà été dit. Et quand je fais comme ça, je dis, mais tiens, est-ce que tu pourrais redire ça à ton père? Mais pour le redire, on va mettre la chaise là, je vais créer quelque chose de l'utilisation de l'espace. Qui va décaler un peu la position habituelle. Oui. Ce qui permet alors effectivement des permutations drôles, où effectivement je peux alors demander, mais tiens, monsieur, est-ce que vous pourriez prendre la place de votre fils et toi, grand adolescent, est-ce que tu peux prendre un peu le rôle de ton père?
Et c'est vrai qu'à partir du moment où, dans une permutation drôle, le papa est obligé de redire les paroles du fils, hein, et que le fils doit les écouter en tant que père, cela change quelque chose. Alors, de nouveau, pour moi, ça crée un contexte dans lequel du changement apparaîtra, je ne sais pas nécessairement lequel. Il y a cette part d'indétermination, d'incertitude, qui est la richesse de notre boulot. Hein, pour moi, justement, si nous n'acceptons pas de travailler avec l'idée d'incertitude, nous devons, enfin, nous ne sommes plus des thérapeutes ou des intervenants systémiques, mais nous sommes comment dirais-je, des professeurs ou des instituteurs ou des pédagogues, hein, qui quelque part, pourquoi pas, je ne refuse pas que l'apprentissage pédagogique puisse exister, mais qui quelque part dit comment il faut faire, et que si l'autre obéit au commandement, en principe, il doit obtenir le résultat. Et là, on retombe dans quelque chose de très traditionnel, mais qui n'est pas à exclure. Hein. Bon, ben, c'est sûr que si, je ne sais pas moi, si je dois apprendre à conduire une voiture, il vaut mieux que j'aie quelqu'un qui m'explique quand même un tout petit peu comment marche un accélérateur ou un changement de vitesse. Donc je ne refuse pas du tout cet aspect pédagogique. Mais sur le terrain d'intervention sociale de type systémique, que ce soit de la thérapie ou de l'intervention sociale, pour moi il faut laisser de côté l'aspect pédagogique. Pour conclure tout doucement, si tu pouvais donner un conseil à des personnes qui se sentent dans leur boulot, cloisonnées, spécialisées, dans la routine, dans les habitudes institutionnelles, etc. Quel serait le premier pas que tu leur proposerais pour s'ouvrir à une lecture systémique? Ce que j'ai envie de te répondre, Marc, c'est de revenir aux fondamentaux, je dirais, de l'approche systémique, qui est un changement épistémologique, c'est changer notre façon de voir, notre conception du monde. Alors, je dirais que le seul conseil que je peux donner, pédagogique celui-là, c'est essayer de leur faire sentir, comprendre, accepter que voir autrement est quelque chose qui se passe dans notre tête. Et que donc, peu importe les situations aussi pénibles, aussi contraignantes soient-elles, jusqu'à nouvel ordre, peut-être que ça se rendra un jour, jusqu'à nouvel ordre, nous sommes encore maîtres de ce qui se passe dans nos têtes. Peut-être pas tout à fait, l'inconscient joue, certains diront, mais d'une certaine façon, peut-on accepter que l'approche systémique, c'est d'abord un changement de regard, c'est d'abord dans ma tête, avec quelques outils. C'est vrai que pour voir autrement, il faut que je fasse des expériences, que ce n'est pas impossible, d'abord, mais que tout se passe dans ma tête. À partir de ce moment-là, si les gens, les professionnels, se mettent à voir autrement intérieurement et dans leur tête, automatiquement la manière dont ils vont parler de la situation, la manière dont ils vont réagir aux événements sera différente. Et je dis automatiquement. Et donc ça ne peut ne pas avoir d'incidence sur le système plus large. À partir du moment où quelqu'un lève le nez du guidon, s'ouvre un écho systémique, de partager avec effectivement cet aspect très réel, que les forces d'homéostasie, et que l'homéostasie évidemment peut faire qu'un début de changement soit très vite ravalé, soit très vite ramené, je dirais, à l'état antérieur. Mais ça, comment dirais-je, moins de me décourager, le fait que
ça c'est la systémique qui me l'a appris. Le fait que, bon, à un moment donné, une façon de voir un peu différente a engendré quelque chose d'un changement, et que dans les minutes ou dans les heures ou dans les semaines qui suivent, eh bien, le système s'est remis en place. Loin de me décourager, ben, moi ça me dit, ben oui, les idées systémiques ont un certain poids, puisque je vois avec mes yeux le phénomène d'homéostasie se jouer. Avec l'idée qu'il faut que je remette sur le métier. Que je remette l'ouvrage sur le métier. En sachant que je ne sais jamais quand un changement, quand un contexte dans lequel du changement apparaît, je ne sais jamais à l'avance s'il va pouvoir se maintenir et si l'homéostasie ne va pas le réduire à zéro. Mais moi, je ne trouve pas ça décourageant. Non, c'est effectivement. Je suis assez intéressé à voir que, de fait, les choses se passent comme ça. Je dis, il faut mettre l'ouvrage sur le métier. Oui, c'est vrai que, pour ma part, dans ma propre institution, l'idée systémique percole. Il faut du temps. Ce n'est pas quelque chose qui devient évident tout de suite par rapport aux pratiques habituelles. Non, ça c'est ce que je dis aussi pour répondre en partie un peu sur le côté à ta question, que dire à des professionnels. C'est aussi les inviter à ouvrir les yeux sur ces logiques, je dirais, systémiques, et donc prendre conscience que très souvent, nous sommes les premiers, sans le vouloir, à avoir contribué à ce que... À jouer dans le jeu. Bon, mais de nouveau, je ne trouve pas ça désespérant. Au contraire, j'en provoque plutôt chez moi. Bon, c'est ce que j'essaie de faire passer. Une espèce d'intérêt à me dire, ah oui, tiens, oui, voilà. Moi aussi. Je ne peux pas ne pas être embarqué dans le système. Mais oui, tout à fait. Mais reste pour moi que le fait de percevoir ces mécanismes me donne de l'énergie, puisque quand même, un certain nombre de fois, je dirais bien malgré moi, ou sans que je ne l'ai initialement prévu, les choses changent. Tout à fait. Et donc ça, c'est non seulement, c'est surprenant, mais ça nous renvoie quand même que nous ne sommes pas condamnés à répéter toujours du même si ça arrive fréquemment. Eh bien, voilà. Jacques, je te remercie beaucoup pour le moment que tu as consacré au village systémique. C'était une discussion très intéressante et voilà, j'espère qu'on aura encore l'occasion d'en refaire une ou l'autre. Merci aussi, Marc. À une prochaine, Dieu sait quand.